Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre édition en 3 parties. Dans un instant, c'est le JT des territoires que je vais vous présenter. Puis territoire d'info avec l'invité politique aujourd'hui, c'est Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, qui sera en direct sur ce plateau. Et puis en fin d'émission, territoire Sénat avec l'actualité parlementaire au Sénat. Tout de suite, c'est le JT des territoires. Je vous y retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. On commence ce journal télévisé avec un point sur l'incendie qui s'est déclenché samedi en fin de journée à Bordeaux. Au total, 6 immeubles ont été totalement ou partiellement détruits par les flammes. Suite à l'évacuation des lieux, de nombreux riverains n'ont toujours pas regagné leur logement et les démarches avec les assurances sont lancées. Reportage de Thomas Gonsalves et de Jeanne Cancard pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest en Gironde. Lundi, de la fumée s'échappait encore d'un des immeubles. 2 jours après le début de l'incendie, les pompiers finissent de maîtriser les feux mourants. Toute la journée, les occupants des lieux viennent sur place et constatent, impuissants, l'étendue des dégâts. Ils sont énormes, énormes. C'est, je pense, des mois, voire des années de reconstruction. Ma salle de gym qui est sous 5 niveaux, eh bien aujourd'hui, il suffit que je lève la tête et j'aperçois le ciel. Au début, tu n'y crois pas vraiment, tu te dis que c'est pas si grave que ça, et avec toujours l'espoir que ça s'arrête vite. Et puis quand je suis arrivé par contre devant le périmètre de sécurité, là j'ai commencé à réaliser que c'était vraiment sérieux. Au total, près de 2000 m² ont été détruits et 70 personnes n'ont plus accès à leur appartement. Face à l'ampleur du sinistre, les habitants du 14 de la rue Ferrer sont démunis. Mais peu à peu, les locataires des bâtiments voisins regagnent leur appartement. Et moi j'étais venu sur place déjà ce matin, mais je suis venu à 8h30. À 8h30, on m'a dit qu'on ne pouvait pas encore intégrer les lieux. Il fallait que les ingénieurs fassent le tour et inspectent l'immeuble, vu que c'est celui à côté au 14 qui était un des plus sinistrés, enfin un des plus touchés. Voilà. De son côté, la mairie garantit la prise en charge des sinistrés sans logement, notamment grâce à ces structures. C'est le CCAS, le Centre communal d'action sociale, qui dispose d'un volant d'une capacité, si vous voulez, de relogement qualifié d'urgence, ce qui est bien le cas, et qui, au fur et à mesure des demandes, y répond. Alors, autant vous dire qu'on a relogé des personnes du côté de la gare, on a relogé des personnes du côté de Florac. C'est en fonction, bien sûr, des capacités d'accueil que nous avons et dont nous disposons. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie. Pour l'heure, la piste accidentelle est privilégiée. Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir être éco-responsables. Comment réduire la consommation de plastique et faire pression sur les fabricants d'emballage? Toute la question est là. À La Valette, c'est en Haute-Garonne, une maîtresse sensibilise sa classe de 28 élèves de CP à ces questions. Et Julie Darlingue de Via Occitanie est retournée à l'école pour nous regarder. Vous pouvez montrer ceux qui ont des sacs en coton? Chacun a ramené son sac réutilisable, ici dans cette classe de CP de La Valette en Haute-Garonne. Exit les stylos et autres cahiers en plastique. On pense à l'écologie d'abord pour l'opération No Plastic Challenge qui a lieu jusqu'au 5 juin. Ça se passe dans les entreprises, les mairies, les clubs de sport, mais aussi dans les écoles. Avec les enfants, on a d'abord observé tout le plastique qui était présent dans l'environnement. Je leur ai demandé de rapporter des objets plastiques de la maison. Il y avait du plastique durable, mais il y avait aussi beaucoup de plastique jetable. Des pailles, pas mal de verre, énormément de bouteilles et aussi bien sûr des sacs. Car pour préserver notre environnement, il faut commencer par sensibiliser les plus jeunes. 15 éco-gestes leur sont inculqués. Une éponge. Alors ça, c'est un tissu qui remplace les éponges. Et la leçon est apprise par cœur. Attention d'ailleurs à la maison, nos enfants veillent au grain. Dès que maman, elle met un déchet dans la mauvaise poubelle, j'ai dit qu'il ne faut pas le mettre dans cette poubelle. Je leur dis qu'il ne faut pas jeter des plastiques dehors. Est-ce qu'ils t'écoutent? Non. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas ou faut plus utiliser de plastique aujourd'hui?
parce que après les animaux ils disparaissent. Nous sommes invités, nous aussi, à réduire notre consommation jusqu'au 5 juin et pourquoi pas à vie. 80 000 personnes avaient déjà joué le jeu l'année dernière pour la première édition. 10 tonnes de plastique sont produites chaque seconde dans le monde. On se rend maintenant dans le bassin chambérien. Dès le printemps 2020, la ville de La Motte-Servolex sera équipée de retenues collinaires d'une capacité de 12 000 m² d'eau. Pour les agriculteurs touchés par la sécheresse, il s'agit là d'une très bonne nouvelle après des années de blocage dans ce dossier. Les explications de Sébastien Germain de 8 Mont-Blanc. Regardez. Comme beaucoup d'agriculteurs de Savoie, Daniel Bonfils doit faire face à la sécheresse. Producteur de fruits et légumes, mais aussi producteur laitier, cet ancien élu à la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc s'est longuement battu pour la construction de retenues collinaires en milieu agricole. Un combat loin d'être vain, puisque la première retenue collinaire du bassin chambérien devrait être mise en place au printemps 2020 à La Motte-Servolex. Sur cette parcelle la conduite d'eau potable n'est pas assez grosse, dimensionnée assez grosse, et j'ai pas de pression. Donc je ne peux pas arroser là. Ça veut dire que là, j'ai aucun moyen d'arroser les plantations que j'ai là. Donc c'est vrai qu'avec la retenue collinaire, c'est une parcelle que je vais pouvoir arroser. C'est donc ici, sur ce terrain, dans le secteur de la Villette, que sera érigée cette future retenue collinaire d'une capacité de 12 000 m³. Elle alimentera en eau les exploitations de 3 agriculteurs des alentours. Et le choix de la commune de La Motte-Servolex pour accueillir cet équipement n'est évidemment pas dû au hasard. La Motte-Servolex a 3 000 hectares et il y a 1 000 hectares qui sont occupés par l'agriculture, par l'activité agricole. On est un peu le grenier de l'agglomération et on tient à le rester. Et pour cela, il fallait qu'on puisse répondre et donner aux moyens aux agriculteurs de développer leur circuit court, les produits de proximité. Ce projet de retenue collinaire fait donc l'unanimité pour le moment. L'objectif étant de garantir des produits locaux de qualité, car cette solution est bien plus économique que celle déjà existante. La retenue elle a été construite effectivement pour empêcher pour se substituer au prélèvement en cours d'eau justement. C'était pour retirer toutes les pompes qu'on retrouve dans les cours d'eau et qui sont à usage agricole. Et aller prélever l'eau dans le lac du Bourget, oui, ça aurait pu être une solution, mais les kilomètres de réseau à tirer ont fait que c'était une solution qui n'était pas économiquement viable. À terme, 2 autres retenues collinaires devraient voir le jour sur ce territoire de la chaîne de l'Épine, à Vimines et à Saint-Sulpice. Au total, ce sont 100 000 m³ d'eau qui seront disponibles. On se rend à Metz maintenant. Depuis janvier, une association mosellane dispose d'un nouvel outil pour venir en aide aux personnes dans le besoin, une camionnette aménagée. Ce véhicule permet aux éducateurs spécialisés d'accueillir dignement les SDF et les aider dans les démarches administratives diverses auxquelles ils font face. L'équipe mobile de rue est présente toutes les après-midi, 7 jours sur 7, dans différents points de la ville. Cette camionnette facilite grandement les missions des éducateurs, vous allez le voir. Auparavant, les personnes devaient prendre rendez-vous et se rendre dans les locaux de l'association. Jean-François Ambroise pour Via Mirabel sur place. Proposer un café, c'est la première approche des éducateurs spécialisés auprès des personnes dans le besoin. Le rendez-vous est aujourd'hui fixé à proximité de la gare de Metz. La IEM, l'association d'information et d'entraide mosellane, y a stationné sa camionnette. Alors ce véhicule est aménagé de telle sorte à ce qu'on puisse recevoir les personnes à l'intérieur. Ce nouvel équipement, l'équipe mobile de rue l'utilise depuis le mois de janvier en complément des maraudes en ville effectuées à pied. Présent ce jour, Jérémy et sa copine ont découvert ce dispositif par hasard il y a maintenant 2 semaines. Le jeune couple n'a pas de domicile fixe. Tous les deux ont refusé une place en foyer pour rester ensemble. Après plusieurs cafés, des liens de confiance se sont créés. Trouver de l'aide pour pouvoir manger, pour savoir, pour être au chaud, ils nous ont dépanné 2 sacs de couchage. Ouais, voilà, pour nous aider à manger, pour pouvoir se doucher, prendre soin de nous. Indispensable, ouais, parce que ça peut nous aider tout le temps, quoi. Et je remercie à ces personnes qu'il existe des associations comme ça. Parce qu'il n'y a pas dans toutes les villes qu'on trouve ça, quoi. 5 travailleurs sociaux constituent l'équipe mobile de rue de la IEM. À l'écoute et disponible, ils aident les personnes à mener des démarches administratives, obtenir un hébergement d'urgence auprès du 115, demander un accès aux soins ou encore recevoir des vêtements. Nous, on est là pour vraiment maintenir un lien avec eux. Parfois, ça ne va pas être grand-chose, ça va être simplement de leur proposer un café et puis voilà, au fil du temps, peut-être amener les gens à se projeter vers des démarches d'insertion plus globale. Sur l'année, l'équipe accompagne 300 personnes. Une aide bienvenue pour ces personnes en grande précarité.
Rapidement identifiable avec sa camionnette, l'équipe mobile de rue quadrille Metz tous les après-midi. Louer une œuvre d'art pour quelques mois, c'est ce que propose l'école des beaux-arts de Nantes-Saint-Nazaire. Le concept n'est pas nouveau, mais aujourd'hui l'établissement va plus loin et offre la livraison directement au domicile du particulier. Les explications de Télé-Nantes, notre partenaire sur place. Bonjour, c'est pour la livraison. Christelle ne se fait pas livrer son repas, mais bel et bien une œuvre d'art. Cette Nantaise qui travaille dans l'informatique a décidé de louer un tableau pour les 3 prochains mois. On aime bien l'art moderne en fait, enfin même art contemporain. Et puis on a une maison qui est assez dans des tons assez neutres et on avait envie de ramener un peu de couleur. Son choix s'est porté sur ce Voss de 1997. Aujourd'hui, c'est la 3e fois qu'elle installe une œuvre dans son salon. On passe aussi par la location parce qu'on est très novice. On connaît les grandes œuvres d'art des grands peintres, mais on n'a vraiment clairement pas les moyens de se les payer. Et ça permet de créer une sensibilité, savoir un petit peu orienter nos choix aussi, voir vers quel, si on préfère avoir de la photo, de la lithographie, de la peinture. À l'origine, ce tableau, c'est ici qu'il est entreposé, dans la réserve de l'école des Beaux-Arts de Nantes, aux côtés de 500 autres réalisations, d'une valeur de 200 à 9 000 €, elles aussi disponibles à la location. On a toute une série de photographies de Franck Gérard. Ici, une œuvre de Michel Monte. L'Artothèque de Nantes existe depuis les années 80, mais aujourd'hui, l'établissement se tourne vers un système simplifié. Plus besoin de se déplacer, tout passe par un site internet. Une personne lambda, si elle a envie, elle va sur internet, elle fait un choix d'œuvres en fonction de ce qui est présenté, c'est-à-dire les œuvres sont présentées sous forme de vignettes. Elle s'inscrit, elle paye par carte bleue et elle est livrée par Chabi, la personne qui s'occupe de ça, et installée. Photographie, lithographie ou sérigraphie, la collection est large, comptez 30 € pour 3 mois d'emprunt. Nous on forme des artistes et il faut que pour que les artistes puissent demain réussir, il faut qu'ils puissent vendre leurs œuvres, les diffuser. Et c'est aussi notre mission aujourd'hui de promouvoir auprès du plus grand nombre, auprès de toutes les populations, quelles qu'elles soient, de se dire que avoir de l'art chez soi, c'est vraiment important. Pour sa famille, pour ses enfants, pour aussi son plaisir personnel, pour ses émotions. 200 particuliers de Loire-Atlantique ont déjà franchi le pas. Le concept est également ouvert aux écoles et aux entreprises. Allez, on poursuit ce JT des territoires avec dans un instant les unes de la presse quotidienne régionale, puis le club de la presse, Gaëtan Bossard, Sébastien Fournier. À tout de suite. Bonjour Savérien, on démarre avec la une de la Voix du Nord, un Parlement plus libéral et plus écolo. Le PPE reste le premier parti européen devant les forces sociales démocrates, mais ils vont devoir composer avec les libéraux et les Verts, plus libéral et plus écolo. Le Parlement issu des urnes représente de nouveaux équilibres. Pour la première fois, les deux grandes familles conservatrices et social-démocrates représentent près de la moitié, moins de la moitié des sièges. S'il reste leader, le Parti populaire européen, le PPE, en a perdu 38 et n'en compte plus que 180. L'Alliance progressiste des socialistes et des démocrates, elle, passe de 185 à 150 élus. À la une de Midi Libre, le grand journal d'Occitanie, c'est la tempête à droite, on le sait depuis hier. Laurent Wauquiez sur la sellette. Après une déroute historique pour les Républicains, la droite est abasourdie, prise en étau entre la majorité présidentielle et l'extrême droite. Les LR réalisent le pire score de leur histoire. Le patron du parti, Laurent Wauquiez, est plus que jamais contesté. Hier, lors du bureau politique du parti, il a promis des états généraux. La tête de liste des Républicains, François-Xavier Bellamy, a lui demandé pardon pour les résultats catastrophiques de dimanche. À la une de la Marseillaise, le clivage droite-gauche est-il vraiment mort, pose la question ce matin. Une défaite historique pour la droite, une gauche éparpillée, morcelée, divisée. Les résultats des élections européennes sont sans appel pour les deux grands partis traditionnels. Il faut reconstruire la gauche, le camp progressiste sans attendre, explique Léo Purguet dans son éditorial. Emmanuel Macron s'est vu infliger une claque par les électeurs dimanche. Il paye le jeu dangereux dans lequel il s'est lancé en faisant du Rassemblement national son unique adversaire. Peut-on encore lire dans cet édito, à lire également le détail des voix et les résultats département par département. Et puis à la une de la République des Pyrénées, un des journaux du groupe Sud-Ouest, c'est la réalité virtuelle
qui opère maintenant dans les blocs opératoires. Dans le bloc, la scène est presque futuriste, la patiente est prête. Mais avant d'opérer, eh bien, le chirurgien lui pose sur le visage un masque de réalité virtuelle. Ça se passe dans une clinique des Pyrénées, une clinique qui propose à ses patients des masques pour réduire le stress lors des opérations de chirurgie sous anesthésie locale. Objectif, bien sûr, réduire l'anxiété, oublier la peur, la douleur. Ces masques peuvent même permettre d'anesthésier des patients sous hypnose. Voilà, la une de Vaucluse Matin. Le OFF, enfin adoubé, le festival OFF. 53 ans après sa création, le festival OFF est enfin reconnu par le ministère de la Culture, le ministère qui va soutenir le OFF du Festival d'Avignon financièrement. C'est une première dans l'histoire d'un festival qui a longtemps eu du mal à se faire connaître, et bien malgré son succès incontestable et qui dépasse largement les frontières de l'Hexagone. Côté programmation, plus de 1500 spectacles sont prévus dans 140 lieux différents, des spectacles donc à l'affiche cet été. Merci Saveria, on retrouve en troisième partie pour l'actualité sénatoriale. Tout de suite, Club de la Presse, Gaëtan Bossard, Sébastien Fournier sont avec nous. Bonjour Gaëtan Bossard, vous représentez sur ce plateau Le Parisien, qui est un des journaux de la presse quotidienne régionale. On va parler de pages concernant les Hauts-de-Seine. Ce matin, notamment, les malheurs qui arrivent à l'île Seguin, une île maudite. En plein Paris. Et puis vous, Sébastien Fournier, bonjour. Bonjour. Objectif Métropole de France. Alors vous êtes intéressé, vous, aux trottinettes. Moi aussi d'ailleurs, parce que je suis en moto. C'est une catastrophe ces trottinettes. Oui. Mais en plus, c'est une catastrophe pour les automobilistes, ceux qui conduisent, etc. etc. Eh bien, ça ne serait pas si rentable que ça. Pas du tout rentable même, j'ai lu. Pas du tout rentable, en effet. Alors, il y a une étude américaine qui vient d'être publiée. Il faut rappeler, elles sont en libre service dans les villes. Effectivement, dans certaines villes, pas toutes les villes, dans des grandes villes. C'est bien sûr à Paris où, alors là, franchement, elles sont 14 000 aujourd'hui en circulation. Elles vont atteindre le chiffre de 40 000, le nombre de 40 000, ce qui est quand même assez énorme. Et puis, évidemment, il y a Bordeaux, à Toulouse, et Nantes aussi. Pourquoi c'est pas rentable alors pourquoi c'est pas rentable ? C'est pas rentable parce qu'on les casse. En fait, parce qu'on les casse, exactement. La durée de vie, qui est de 3 mois, ne permet pas... de 3 mois seulement, oui, parce que, évidemment, on les manipule, on les jette sur les trottoirs. Donc, du coup, la rentabilité ne peut être atteinte qu'au bout du 4e mois. Donc, du coup, les entreprises ne peuvent pas gagner suffisamment d'argent. Elles sont très, très informées de ce problème. Elles le savent. Pour elles, ce qui est important, c'est d'être présentes sur le marché, d'avoir une certaine emprise, parce qu'à terme, bien sûr, il y aura une consolidation des acteurs inévitable, comme ça s'est passé pour le marché des vélos. Quels sont les grands acteurs, d'ailleurs ? Alors, les principaux, c'est Lime, c'est Bird, sont des entreprises, des start-up qui sont nées en 2017, qui aujourd'hui dominent le marché. Elle pèse à peu près, pour l'une, 765 millions de dollars. C'est pas rien. Ça va encore, oui. Oui, c'est pas rien. Et puis, il y a aussi des entreprises qui aujourd'hui s'installent, des entreprises locales, qui tentent évidemment de percer sur le marché. Vous qui avez étudié ce sujet, le papier est très bon d'ailleurs dans votre objectif Métropole de France cette semaine, ce mois-ci. Est-ce que c'est pas un effet de mode au fond ? C'est un effet de mode. Est-ce qu'au fond, on va pas s'en lasser ? Donc, les investissements qui doivent être faits, ils ne sont pas sûrs d'être rentables du tout, jamais. Oui, pour les investisseurs, en effet. Alors, il y a un effet de mode, ça c'est certain, mais cela dit, ça pose aussi la question des déplacements de courte distance, de courte durée. Et de la sécurité aussi, quand même. Bien sûr, de la sécurité. Aujourd'hui, tous les maires dans les villes dans lesquelles sont implantés ce service se posent réellement la question aujourd'hui, mettent en place des chartes de bonne conduite, essayent d'interdire. Vous avez vu les trottoirs ou pas ? Ah oui, c'est terrible. Vous croyez qu'il y a une charte de bonne conduite sur les trottoirs ? Non, il n'y en aura pas. Mais même, honnêtement, les chartes de bonne conduite, ça ne servira à rien. Il faudra un cadre réglementaire. Il faudra évidemment que la loi, c'est en cours d'examen actuellement, dans la loi d'orientation des mobilités, précise effectivement l'usage de ces trottinettes et également puisse préciser les aspects de sécurité publique. Parce que ce n'est pas simplement l'encombrement de l'espace public, c'est aussi la sécurité. J'ai vu qu'il y a quand même des solutions pour essayer de rendre ça un peu plus rentable. Oui. Alors, des batteries plus durables. Oui, parce que ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Des cadres plus robustes, vous disiez qu'elles sont cassées sans arrêt, c'est vrai. Mais parce que la trottinette, initialement, elle n'a pas été conçue pour un service de libre service. Ouais. C'est plutôt une trottinette qui a été... elles le sont là. Et puis alors, des économies d'échelle dans la production, c'est-à-dire la fabrication. Oui, c'est ça, dans la fabrication. Ça coûtera moins cher de la fabriquer, on en fera plus. Effectivement, les investisseurs, les industriels réfléchissent à des solutions pour que ça coûte moins cher. C'est comme dans les entreprises.
tout ce qui est location, enfin tout ce qui est partagé, tient beaucoup moins la route, beaucoup moins longtemps. Hein. On a remarqué que la voiture d'entreprise est très vite beaucoup plus sale que sa voiture perso. C'est pareil pour les vélos, les autolibres, tout ce qui est en partage, la mobilité partagée. Énorme, hein. Il faut mettre un casque ou pas alors obligatoire? Alors non, pour l'instant c'est pas obligatoire. Je crois que on y réfléchit. Vous les avez vus là sur les avenues, les boulevards, se balader entre les voitures sans casque, à deux dessus, oui. ça, oui. Il y en a qui sont pour le casque et d'autres qui sont évidemment contre. Je crois que ce qui va se passer plutôt, c'est que ça va être rendu obligatoire, surtout pour les enfants. Alors, on va partir dans les Hauts-de-Seine maintenant, avec cette île maudite. Alors, pour ceux qui n'habitent pas Paris, elle est quasiment en plein Paris, bien qu'elle soit dans le 92, votre département. Vous écrivez en tout cas dans les pages 92 du Parisien, les Hauts-de-Seine. Cette île Seguin, Vincent Bolloré vient d'annoncer donc qu'il actait l'abandon du projet de campus qu'il souhaitait faire au centre de cette île. D'abord, parlez-nous de cette île. On va la voir derrière vous, je crois qu'on la voit. Comment c'est devenu une île maudite, cette île qui était une île industrielle, hein? Tout à fait, c'était le paquebot Renault, on appelait ça. C'était là où étaient fabriqués les véhicules de Renault, jusqu'en 1992, où la dernière voiture est sortie des chaînes de fabrication. C'était une énorme usine. Je ne sais pas, ça remonte un peu, mais je ne sais pas si vous vous souvenez de cet énorme vaisseau tout blanc sur la Seine qui a été démoli. Et depuis, on cherche une vocation à l'île Seguin, qui est toute une vocation à la fois culturelle et de bureau, etc. Et c'est très compliqué de l'aménager parce que c'était un lopin de terre vraiment tout proche Paris, comme vous le dites. On est là à la on est au cœur de l'Ouest. Il y a eu un énorme projet qui était celui de François Pinault d'installer sa fondation d'art contemporain. En 2000, il souhaite s'installer sur l'île. C'est un magnifique projet. Et en 2005, il part avec perte et fracas. C'est le coup de massue parce que c'est trop compliqué. Il y a un deuxième qui part avec perte et fracas. Enfin, c'est Vincent Bolloré qui... En fait, le traumatisme initial, c'est Pinault. En 2005, qui s'en va. Et le traumatisme est reproduit à des... vous avez comme un séisme, quoi. Vous avez alors, il voulait faire son campus. Là, on est à la deuxième réplique. Voilà. Là, c'est Bolloré, donc Vincent Bolloré. C'est moins fracassant, parce que l'île Seguin, on le dira peut-être après, mais a vécu, il y a des constructions dessus, depuis quand même. Mais là, Bolloré voulait installer son campus, en fait, regroupé, Canal+, Universal, Havas, etc., sur la partie centrale de l'île. Au départ, une très bonne idée. Oui, c'était quelque chose qui était accueilli. La promesse de vente a été signée il y a 2 ans entre la mairie entre la société d'aménagement et lui-même. Et Pierre-Christophe Baguet, qui est le maire LR de Boulogne-Billancourt. Et là, pareil, c'est devenu trop compliqué. Disons qu'il y a les associations qui sont très actives autour de l'île. Qui font des recours systématiques. Environnement, riverains, etc., mais qui veulent une île qui soit pas trop dense. Où les riverains puissent aller, où il y a des espaces verts, des percées. C'est-à-dire pas trop de bâtiments. C'est ça, pas trop de constructibilité. Il y a un protocole qui a été négocié avec elle, sous l'égide du tribunal administratif, donc un truc très cadré, pour réussir à mettre en place des règles qui vont permettre à des promoteurs de venir s'installer et les associations de dire « Ok, ces règles d'aménagement nous conviennent ». Ce protocole a été signé il n'y a pas très longtemps. Mais il contraignait Bolloré à revoir son projet. Lui, il voulait un campus assez fermé. Et là, en l'occurrence, il fallait des percées, justement, pour que des 2 rives de la Seine, la ville, l'île Seguin, soit pas trop un bloc. Il a fallu agrandir le jardin public. Il a fallu réduire certaines hauteurs. Et c'était trop de contraintes et ça différait trop du projet originel pour Vincent Bolloré qui a décidé de lâcher l'affaire. Alors, j'ai lu que la mairie, donc celle de Boulogne-Billancourt, va rembourser Vincent Bolloré d'un certain nombre d'investissements, c'est ça, qui ont été faits? Oui, bien sûr, puisqu'il repart. Donc il avait jusqu'à décembre pour déposer un nouveau permis de construire. Il ne le fait pas, il repart avec ses billes. Mais le maire est très optimiste. 400 millions d'euros? Oui. 400 millions d'euros? Oui, mais c'était 4 hectares et demi, je crois. 4 hectares et demi pour 400 millions d'euros. C'est très, très prisé, ce coin-là. C'est très, très cher. Oui. Sébastien Fondet, il existe comme ça, vous qui pilotez ce magazine Objectif Métropole de France, des recours systématiques d'associations qui bloquent dans les villes des projets de développement, parfois bons aussi, parfois d'autres mauvais, mais parfois bons, oui. Oui, bien sûr, il y a des recours, il y en a. C'est très très symptomatique, je veux dire, de tous ces projets, des projets d'urbanisme où on a beaucoup de mal, parce qu'on veut tout et son contraire, on veut tout, c'est très compliqué. Alors, il y a une parade pour ça, c'est d'associer au mieux les populations.
C'est pas toujours simple, mais aujourd'hui, on voit que dans certaines villes, ça fonctionne. De mieux les associer en amont, d'essayer vraiment Quand je dis les associer, c'est qu'ils participent totalement au pilotage du projet. Oui, c'est la clé. C'est ce qui s'est passé là, avec ce protocole, même si toutes les associations ne sont pas emballées, mais il faut faire des concessions. À un moment, il faut avancer. Il y a quand même une échéance aussi. Il y a des enjeux financiers. Et puis, il y a un objectif d'aménagement. Cette friche, on ne peut pas la laisser 20 ans. Alors, quand je disais par le tribunal administratif, c'est blocage parfois bon, parfois mauvais, je viens de dire. Justement, comment on peut apprécier cette notion de, alors peut-être d'architecture, belle ou moche, on en a vu des choses moches qui ont poussé aussi. Hein. Comment c'est appréciable qu'un projet soit bon ou soit mauvais? Quels sont les critères? Voilà, tous les deux, parce que vous êtes tous les deux concernés. Le beau, le moche, c'est pour le coup extrêmement subjectif. Donc on n'est pas trop dans le beau, le moche, on est plus dans qu'est-ce qu'on veut. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on veut quelque chose de dense ou de pas dense? Est-ce qu'on veut l'ouvrir aux habitants, pas aux habitants? Voilà, c'est plus des questions de cet ordre-là. Et d'un projet qui s'inscrit dans la durée. Quelque chose qui, en effet, n'est pas, je vais le dire, un one-shot, quelque chose qui puisse, en effet... alors, aujourd'hui, on est sur des programmes qui sont assez mixtes, d'une certaine façon, qui associent à la fois le côté, économique, le côté loisir. On est plutôt sur ce type de programme. Non mais c'est tout de même un vrai problème. C'est-à-dire que d'un côté, les habitants des villes veulent des villes qui bougent. Exactement, c'est ce que je dis, c'est contradictoire. Et d'autre part, il y a des associations légitimement d'ailleurs qui bloquent des projets. On comprend pourquoi, parce qu'il y a une appétence aujourd'hui à l'écologie, à sa transition. On en parle assez. Et donc, quelque part, les maires se retrouvent coincés entre ces deux exigences. J'ai l'impression, en tout cas, l'île Seguin, c'est typiquement le genre de projet qui... Voilà. Parce que quand on regarde sur le papier le projet Bolloré, il était chouette, objectivement, Gaëtan Bossard. Il était chouette, mais ça dépend de quel côté on se positionne. Oui, il n'a pas été attaqué sur le fond, ou les associations ne se sont pas opposées par principe à ce projet. Oui, mais il ne se fera pas. Parce qu'elles ont exigé des aménagements qui leur paraissaient importants et qui leur ont été concédés, mais ce qui ne convenait pas aux porteurs de projets. Oui, puis il y a aussi la question des promoteurs, comme on ne peut pas l'ignorer, on peut pas la mettre de côté. C'est certain, il y a aussi des considérations assez mercantiles quand même, à travers aussi ces opérations-là, on ne peut pas les mettre de côté. Vous étiez venu sur ce plateau il y a quelques temps nous parler d'une immense tour. Vous vous rappelez qui va être érigée dans l'Est parisien. Oui. On en est où de ce projet? Est-ce que ça avance un peu? On fait un point avec vous là-dessus, parce que ça fait partie de ces grands aménagements liés, ce qu'on pourrait appeler le Grand Paris. Donc là, celui-là ne se fera pas, enfin pas tout de suite, parce que là, j'imagine que les recours, ça va prendre du temps, avant qu'il y ait un nouveau projet qui arrive. Le protocole qui a été signé avec les associations, on leur concède des aménagements, elles s'engagent à ne plus déposer de recours. Du tout. Quel que soit le projet qui est déposé. Qui rentre dans les clous D'accord. Voilà. Donc, en l'occurrence, là, le prochain aménageur qui vient avec un projet pour l'île Seguin, et c'est ce que dit le maire de Boulogne, c'est ce qu'il dit, il dit le tout Paris... Pierre-Christophe Baguet, le tout Paris nous propose de nouveaux projets, il est très optimiste. Le prochain projet, s'il rentre dans les clous de cette négociation... A priori, les associations se sont engagées à ne pas déposer de recours. Alors, cette tour-là, cette fameuse énorme tour, vous étiez venu la présenter d'ailleurs. Alors, on a vu derrière vous des photos aménagées, avec des jardins suspendus, des choses. Et puis alors là, pareil, des retards, je me rappelle, vous étiez inquiète sur la faisabilité à terme de tout ça, ça y est? Oui, non, il n'y avait pas de temps de... Disons qu'il n'y avait pas de recours. Ils avaient du mal à l'implanter, à trouver l'endroit d'implantation qui accepterait cette tour. Les tours, c'est compliqué. Il y avait des tours à un moment que Jean Nouvel projetait d'installer sur l'île Seguin. Pareil, ça a été retoqué. Les tours, ça passait pas. On parlait tout à l'heure d'apprécier... la beauté ou pas d'un bâtiment. Bon. J'ai en tête, parce que j'y étais ce week-end, l'aménagement des quais à Bordeaux, où un certain nombre de bâtiments nouveaux voient le jour. Et on se dit que esthétiquement, ça ne correspond pas tellement à ce qu'était ce quartier. Et donc c'est une prise par les architectes. Voilà, ils ont décidé de transformer totalement les choses. Et là, bizarrement, pas de recours possible. Comment ça se passe alors dans les métropoles?
pour qu'on voit surgir comme ça des choses qui par moments n'ont aucun lien avec la tradition, l'historique des quartiers. Et pourtant ça passe. Oui, mais il faut que les métropoles, les villes se renouvellent. Il n'y a pas, si vous voulez, si effectivement il y a une histoire, s'il y a une histoire de la ville, s'il y a une culture, celle-ci mérite d'être renouvelée. Et si la population, je le redis, est associée pleinement au projet, les choses se passent quand même relativement bien. Il n'y a pas de raison, si vous voulez, de ne pas transformer les villes, après tout. C'est aussi la question qui s'est posée sur Notre-Dame, notamment. Est-ce qu'il faut reconstruire à l'identique ou pas? D'ailleurs, les sénateurs, là, ont plutôt voulu que Notre-Dame soit reconstruite à l'identique. Mais on peut très bien imaginer, l'évolution est ainsi faite, on peut très bien imaginer des choses nouvelles, une culture qui se renouvelle dans les villes, réinventer un aménagement. Même si, au vu d'aujourd'hui, ce qui est fait ne correspond pas à une esthétique a priori. Attendez, là on est sur quelque chose de très subjectif. C'est ça, c'est ce que je veux vous faire dire. Voilà, quelque chose de très subjectif, de ce qui est beau, de ce qui est. Dans peut-être 50 ans, on trouvera ça ultra chouette. Je ne pense pas que ce soit. Voilà, on verra comment on l'appréciera. Mais bon, je ne pense pas que ce soit le sujet. Bon, merci beaucoup. Donc, on va suivre ce qui se passe sur cette île maudite, l'île Seguin. C'est dans vos pages Hauts-de-Seine du Parisien aujourd'hui. Donc, Vincent Bolloré et la ville ont acté l'abandon du projet du campus Bolloré au centre de cette île. Qu'en est-il de la salle de spectacle, par contre ? La salle de spectacle fonctionne bien. Ouais. Elle a été construite, celle-ci, ça c'est depuis 2 ans. Elle s'est bien insérée dans le paysage. Voilà, l'île Seguin vit malgré tout, grâce à la scène musicale. Voilà, la scène musicale. Merci. Et Sébastien Fournier, on retiendra votre article à Objectif Métropole de France, qu'on peut regarder et consulter sur Internet. Les trottinettes en libre service ne sont même pas rentables. Voilà. Et vilipendées. Et vilipendées, absolument. Merci beaucoup. On va regarder ensemble la météo des territoires de Gilles Mourou. Ça se refroidit en France, bizarrement, vous allez voir. Avant quand même une très très belle fin de semaine, un beau week-end qui s'annonce. Et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans un instant, nous allons examiner l'actualité avec Pascal Jalabert et Oriane Mancini qui seront sur ce plateau. Mais tout de suite, l'actualité, elle est dans le monde. Et nous allons donc retrouver le Zap Monde de TV5 Monde. On va partir pas très loin, chez nos voisins, les Belges. Le roi Philippe a reçu le Premier ministre Charles Michel au lendemain des élections dans le cadre de la formation d'un nouveau gouvernement fédéral. Et le roi Philippe devrait maintenant entamer une série de rencontres avec les présidents de partis pour cette formation de gouvernement chez nos voisins belges. On regarde ça ensemble, on se retrouve après. À tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. En Belgique, c'est souvent après les élections que les choses sérieuses commencent. Le Premier ministre belge Charles Michel a rencontré le roi Philippe. L'objectif, réfléchir à la formation d'un nouveau gouvernement fédéral dans un paysage politique toujours plus morcelé. La gauche en Wallonie et à Bruxelles et une droite dure en Flandre. Autant dire que la tâche s'annonce ardue. Ne me demandez pas de former un gouvernement normal avec les gens des écolos qui me traitent de nazis. Quand on a des nationalistes qui annoncent vouloir bloquer le pays et qu'on a en plus une extrême droite qui est très forte,
sorte, c'est une situation qui est effectivement une situation très compliquée. Bref, il n'y a rien en commun finalement entre ce qui se passe au nord et au sud. Alors comment va-t-on faire? Ça ne va pas être simple. Personne n'a de baguette magique pour résoudre cette équation. Enfin, il paraît qu'en Belgique, on a beaucoup d'imagination. On verra bien ce qui se passe dans les mois qui viennent. C'est un carnage. Tout a commencé dimanche dernier dans la prison de Compas, située à 28 km de Manaus, la capitale de l'Amazonas. Au cours des heures de visite, une rixe aurait fait 15 victimes. Aucune évasion ni prise d'otage ne s'est produite. Aucun agent pénitentiaire n'a été blessé. Selon les autorités locales, il s'agissait alors d'une bagarre entre détenus et la situation était sous contrôle, soi-disant. Or, 24 heures après, 40 autres détenus, des personnes sous tutelle de l'État, ont été retrouvées mortes dans 3 autres prisons de la ville. C'est une cérémonie inédite. Des syndicalistes français remettent en main propre un chèque de plus de 6 millions de francs CFA à leurs camarades maliens. À des milliers de kilomètres de là, ils ont été touchés par la grève entamée en décembre par des centaines de cheminots ici à Bamako. Les syndicalistes maliens doivent discuter de ce qu'ils vont faire de cette cagnotte récoltée en France. On mettra en avant les familles déjà endeuillées et qui sont au nombre de 10. Il y a 2 épouses qui sont parties, il y a 2 enfants qui sont partis. Et on va essayer de réfléchir par rapport à ça et le reste, on va se partager entre l'ensemble des cheminots.